remarque que votre modélisation de l'histoire authentique de l'Asie, qui est le principe de Pekché, souligne l'importance d'événements géopolitiques majeurs qui marqua cette antiquité et la lutte hégémonique entre les nations. De ce point de vue, que représente l'an 371 de notre ère? Oui, alors l'année 371 de notre ère est une date majeure. C'est la date la plus importante de l'histoire de l'Asie. Pourquoi? Parce que selon le principe de Pekché, c'est le moment où il y a un basculement entre un monde qui était dominé, un monde celui de l'Asie du Nord-Est, qui est dominé militairement par la puissance de Goguryeo qui avait renversé les colonies chinoises qui se trouvaient dans la région, pour retrouver au premier plan le royaume de Pekché, celui dont personne ne parle, celui dont on n'a plus aucune trace. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 371? En fait, c'est la date qui marque la victoire militaire de Pekché, un tout petit royaume qui se trouvait dans ce qu'on appelle aujourd'hui la Corée du Sud, et qui va donc renverser un géant militaire, une civilisation qui tourne autour de la guerre. C'est-à-dire que, pour que vous compreniez ce que je veux dire, c'est que pour moi, chaque enfant de Goguryeo qui naissait était un soldat en soi. Ce sont des gens qui pensent la guerre, qui ont été très influencés par la culture chinoise, de par la proximité des Chinoises. Il n'y a pas de Chine à l'époque, mais de l'ethnie Han et de leurs alliés de ce type de culture-là. Ils sont très influencés par ça, et surtout ils ont toujours eu des rapports, ils ont toujours eu des frictions, donc toujours engagés dans des combats, et la guerre donc fait partie intégrante de la culture de Goguryeo, qui sont les ancêtres des Nord-Coréens d'aujourd'hui. Donc 371, c'est une date importante au niveau de la géopolitique, de la géostratégie. C'est-à-dire que le contexte de relations internationales change de tout au tout. On passe d'un monde plutôt dominé par la culture des Han à une culture dominée par les peuples de culture africaine. Parce que ce qui prend le relais maintenant, on passe maintenant d'un pouvoir tout militaire à un pouvoir essentiellement centré sur la culture et l'industrie. Donc c'est ce changement-là qui va faire basculer toute la région, c'est-à-dire Goguryeo, Pekché et puis l'île qu'on appelle aujourd'hui le Japon, qui va les faire basculer dans cette civilisation africaine qui va prospérer jusqu'en 660, lorsque la dynastie de Tang donc avec Shilla vont encercler Pekché pour détruire ce royaume et surtout effacer ses traces dans l'histoire. Donc ils vont modifier, ils vont réécrire toute l'historiographie. Je pense que c'est le royaume de Pekché que les Japonais appellent Kudara. Donc c'est ce royaume de Pekché qui est comment dire ça, la justification, l'ultime justification de la falsification de l'historiographie de l'histoire de l'Asie de manière générale, et de celle de l'Asie du Nord-Est en particulier. Parce que pour pouvoir donner corps à cette idéologie de la splendeur du milieu, tel que les Chinois le disent, mais qui se matérialise par l'empire chinois comme étant l'empire du milieu, il ne faut absolument pas qu'il y ait trace d'une puissance culturelle ou politique qui a existé dans l'Asie. Parce que l'idée de Chine, centre du monde asiatique, ne fonctionnerait pas. Donc Kudara a été effacé de toutes les traces possibles, donc tout a été détruit, il n'y a plus rien. Et c'est ça qui permet, c'est ce vide créé par l'historiographie nouvelle et les falsifications qui vont avec, qui permettent donc à la Chine d'avoir le statut qu'elle a aujourd'hui. Mais la clé et les événements qui nous mettent sur la piste sont dans cette période du dernier quart du IVe siècle. De manière générale, quelle est la nature de la stratégie d'expansion de la Chine en Asie? Oui, alors, quelle est la nature de l'expansion de la Chine, n'est-ce pas? Alors, cette question est très intéressante parce que c'est l'un des éléments qui manquent dans l'histoire classique telle qu'on la connaît, telle qu'on l'enseigne communément. La nature de l'expansion de la Chine, alors moi je ne dirais pas expansion mais plutôt impérialisme, parce que depuis le premier millénaire avant notre ère, c'est-à-dire quand vous allez à l'époque de la dynastie des Han, c'est-à-dire 300 ans avant notre ère, on a déjà
comment dire ça, cette idéologie que moi j'appelle dans mes recherches, cette idéologie raciale, parce qu'au cœur de la politique d'expansion du territoire de l'ethnie Han, il y a cette idée que l'ethnie Han est supérieure à tous les autres peuples alentours. Et ils n'ont un tout petit territoire. Mais il y a bien une volonté d'hégémonie culturelle. Et ils ne s'en cachent pas, puisque au XXIe siècle, on parle aujourd'hui de la Chine, empire du milieu. Et cette idée-là vient donc du fond des âges, donc du premier millénaire avant notre ère, où les Chinois parlent de splendeur du milieu. En Chine, ils parlent de splendeur du milieu. Donc cette idéologie raciale de supériorité est donc le moteur qui va expliquer l'expansion de l'ethnie Han, qui va donc successivement conquérir les territoires autour d'elle, pas toujours gagner, avec ses alliés, pas toujours toute seule, avec ses alliés, pour pouvoir comment dire ça, conquérir toujours plus de territoires et imposer donc cette supériorité de la culture qu'on va appeler plus tard chinoise, parce que la Chine, telle qu'on la connaît aujourd'hui, naît au 7e siècle. Avant le 7e siècle de notre ère, il n'y a pas de Chine. Donc c'est l'idéologie raciale. Ça va nous aider à comprendre que si on accuse les Européens d'avoir utilisé certains pays européens, d'avoir eu cette idéologie au centre de leur existence, ce n'est pas une invention européenne. C'est un modèle qui vient de l'Asie. C'est pour ça que le Parti national-socialiste allemand et les nazis de manière générale pendant la Deuxième Guerre mondiale vont utiliser cette croix renversée du bouddhisme. C'est un clin d'œil en notre direction pour nous dire que, mais écoutez, nous on n'invente rien, on veut défendre notre peuple avec les moyens qui sont disponibles, et celui de vouloir dominer les peuples sur la base raciale, ce n'est pas un fait allemand, il vient de l'autre côté, c'est une invention chinoise. Et les Chinois ont très bien réussi dans ce domaine, puisque depuis le premier millénaire jusqu'au 7e siècle, ils vont donc conquérir tout ce qui correspond au territoire chinois d'aujourd'hui sur cette base. Donc à partir d'une idéologie, la politique va mettre en place les moyens militaires pour pouvoir conquérir des territoires et éliminer des populations entières. Les survivants, qui seront en majorité des populations blanches, vont donc se voir imposer le système politique, économique, spirituel chinois. Et c'est ce modèle qu'on connaît et qu'on voit aujourd'hui. Donc voilà donc la nature, sans aller plus en détail. Mais si on veut comprendre comment le territoire chinois s'est constitué, c'est de cette manière et sur cette idéologie qui s'est constituée. Et ça fait fleurir, puisque cette vision raciale du monde qui n'existait pas à l'époque, où il y avait pourtant des blancs et des noirs. L'Asie dont je parle, c'est une Asie de blancs et de noirs, où il n'y a pas de racisme, où les royaumes vivent les uns à côté des autres et collaborent autant qu'ils peuvent collaborer. Mais notre idée raciale du 21e siècle n'existe pas. Ce sont les Chinois qui vont l'inventer. Et sa source, elle est dans cette idée de splendeur du milieu qui va donner un État central hégémonique qu'on appelle, qu'on nomme aujourd'hui dans le monde entier, l'empire du milieu. D'ailleurs, les Chinois en sont très fiers. Mais sa source, c'est une idéologie dont normalement tout le monde, que tout le monde évite de s'approprier, dont on aimerait qu'elle n'ait pas existé, parce que c'est la source de tous les problèmes dans le reste du monde et spécifiquement en Asie du Nord-Est. Que se passait-il lorsque les savants guerriers arrivaient dans un royaume? Par exemple, le cas de Paquet, quel est leur impact? Alors, que se passait-il lorsque les savants guerriers arrivaient dans un royaume, comme c'est le cas de Pekché? Alors, le royaume de Pekché, selon mes recherches, donc, est né aux alentours du début de notre ère, comme d'ailleurs tous les royaumes de la région. Et c'est la conséquence directe de l'instabilité qui avait cours dans toute cette région du nord-est et qui correspond aujourd'hui au territoire chinois. Donc des populations en grand nombre se sont engouffrées dans la péninsule, et ces populations d'origine noire et de culture africaine, donc ayant une spiritualité et des connaissances très riches en sciences et surtout en sciences physiques, donc se sont retrouvés dans cette région et se sont mélangés avec les populations qui étaient là depuis le début, certainement des Noirs mais également des Blanches aussi, pour fonder les royaumes que nous connaissons, c'est-à-dire Kogoryo, qui sont les ancêtres des Nord-Coréens, Pekché ou bien Kudara, qui était à la place de ce qui s'appelle la Corée du Sud, et puis Shilla, tout au fond de la Corée du Sud,
et l'autre partie de Kudara qu'on appelle aujourd'hui le Japon. L'arrivée de ces populations noires de culture africaine est nantie de ces spiritualités qui consistent en la science, c'est-à-dire les mathématiques, la physique, la chimie, la géométrie, ont changé du tout au tout la vision du monde même de ces populations qui étaient là, puisqu'elles leur ont permis tout simplement de changer de trajectoire historique. C'est-à-dire du jour au lendemain, quasiment, c'est-à-dire en quelques dizaines d'années, ce sont des royaumes qui sont passés de l'obscurité à la lumière. Je n'exagère pas parce que avant la fondation par exemple de Pekche au début de ce millénaire, on n'a pas de grandes traces de ce qui s'était passé là-bas. Pourtant, il y vivait quand même des personnes. Il y avait des peuples qui vivaient là-bas. Mais ce n'était pas plus que des tribus et qui n'avaient pas plus d'expérience que ça. Donc, la science permet donc à ces États, la science, mais je l'élargis également au droit, la science permet d'établir des États, d'établir des institutions et surtout de pouvoir protéger ces institutions grâce aux sciences militaires. Et les sciences militaires reposent sur la connaissance des sciences physiques. Parce que ce sont ces sciences physiques qui permettent de modifier la matière et de fabriquer des armes performantes, de pouvoir armer des soldats qui vont gagner des guerres, qui vont protéger le territoire, voire l'agrandir, acquérir d'autres ressources, ainsi de suite. Donc l'arrivée de la science dans un royaume donné lui donnait immédiatement un avantage sur les royaumes voisins. Parce que toute cette région et toute l'Asie en général, ça c'est le fond culturel des peuples blancs, c'est la guerre. Et la guerre, c'est tuer ou être tué. Donc pour gagner, il faut forcément avoir une avance technologique. Nous au 21e siècle, on sait bien ce que ça veut dire. Donc les règles du 21e siècle ne sont pas différentes de celles du début du millénaire. Il faut avoir la connaissance pour pouvoir faire la différence sur le terrain. Donc ces fondateurs de ces royaumes ont été déterminants dans la trajectoire que cette région a prise à partir du début de notre ère jusqu'aujourd'hui. Alors arrêtons-nous sur un instant sur le royaume de Chosun, aujourd'hui appelé Corée du Nord et du Sud. Quand on fait une requête sur internet, lorsqu'on lit l'histoire classique, il est écrit que le roi Sejong inventa un système d'écriture en 1443 que les Coréens utilisent aujourd'hui sous le nom de Hangul. Son règne est considéré comme l'âge d'or de l'histoire de la Corée. Vous dites tout le contraire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'invention? Qu'en est-il précisément? Oui, merci pour cette question intéressante qui nous ramène à un moment crucial de l'histoire de la Corée d'aujourd'hui, surtout la Corée du Sud, puisque c'est la Corée du Sud, beaucoup plus que la Corée du Nord, qui revendique l'héritage culturel, scientifique, historique et les traditions des institutions politiques de la dynastie de Joseon, qui est la dernière dynastie avant le monde moderne coréen, donc qui commence en 398 jusqu'en 1910. Ce roi Sejong, qu'on appelle inventeur de cette écriture coréenne, est simplement l'héritier de son grand-père, oui, c'est ça, de son grand-père qui est le fondateur de la dynastie Joseon. Donc c'est le roi Yi Seong-Gye. Ce fondateur de la dynastie Joseon a reçu, donc ça c'est la théorie du principe de Pekche, reçoit de la part de la dynastie Ming de Chine tout un package culturel, scientifique qui est en fait le butin de guerre donc du génocide qui a eu lieu 800 ans plus tôt au même endroit, c'est-à-dire à ce qui correspond au territoire de la dynastie Joseon, c'est-à-dire la Corée d'aujourd'hui, la Corée du Sud d'aujourd'hui. Donc ils vont lui remettre cet héritage scientifique, culturel, enfin complet, afin de pouvoir améliorer les conditions de vie des Coréens en échange de la participation de la dynastie Joseon à la stabilité du territoire des Ming chinois. Alors, le roi Sejong lui-même, dans les deux textes qu'il a écrits sur le bouddhisme, juste après la date présumée de l'invention de cette écriture, précise bien que... Enfin, précise, non, il ne le précise pas. C'est codifié, c'est-à-dire qu'il faut faire une analyse pour trouver cette information par le choix du nombre de pages, par le choix du nombre des caractères chinois qui sont utilisés. On voit le lecteur dans la direction de l'Afrique, pour dire que cette écriture-là n'est pas une tradition coréenne, mais c'est un legs, c'est un cadeau
de la civilisation africaine. Donc c'est la civilisation africaine qui est le moteur de cet âge d'or qui est celui du règne du roi Sédhion. Donc il indique bien, de manière un peu codée, de manière un peu subtile, que son règne repose entièrement sur la civilisation africaine. Voilà pourquoi les érudits des études asiatiques n'ont jamais compris que ce roi Sédhion, qui était un néo-confucéen éminemment anti-bouddhique, férocement anti-bouddhique, ait au cours de son règne changé radicalement, passant du néo-confucianisme à une ferveur bouddhique, puisqu'il va même construire un temple. Il va construire un temple bouddhique à l'intérieur même du palais. Et ça, il n'y a personne, même les Coréens ne peuvent pas l'expliquer. Voilà l'explication. L'explication, c'est que le roi Sédhion a compris. Il a compris quelle était la nature de l'histoire de la Corée et sur quoi reposait le pouvoir qu'il avait lui en tant que régent pour pouvoir améliorer les conditions de vie de ses citoyens et devenir le grand roi qui est reconnu tant par les Coréens même que par les étrangers. Donc, dans cette histoire, c'est le seul qui est honnête. Il dit, moi je n'ai pas inventé, je suis simplement l'héritier de mon grand-père qui lui a choisi de mettre de côté l'héritage de Shilla, nos vrais ancêtres, et de mettre à la place la civilisation des peuples africains qui habitaient là où nous sommes et qui avaient été massacrés par nos ancêtres. Donc il change de système d'exploitation et de logiciel. Et en bon roi honnête, il fait savoir simplement que nous remercions ce peuple dont nous allons utiliser les savoir-faire pour pouvoir continuer sur notre trajectoire historique. Donc il n'y a pas d'invention du tout et c'est le roi Sédhion lui-même qui le dit. Alors ça le grandit encore plus. Ensuite, il va donc avec ses conseillers et puis les institutions qu'ils vont créer, qui sont des institutions qui sont des copier-coller en plus de cette histoire, de cette époque d'il y a 800 ans, c'est-à-dire l'histoire de l'époque du royaume de Paekche, dans ce royaume qui est le fondateur de l'État du Japon actuel. Donc ils vont vraiment reprendre intégralement ces traditions spirituelles, scientifiques, culturelles, et l'imposer au peuple coréen. Donc c'est vraiment une période très dure pour le peuple coréen parce qu'ils ont du mal à suivre. Mais on va mettre un arsenal juridique très féroce avec le néo-confucianisme. C'est une période très difficile, mais ça va fonctionner en partie. Ça va fonctionner en partie et c'est ça qui donne l'âge d'or de la Corée de l'époque, c'est-à-dire de la dynastie Joseon, puisqu'ils vont, enfin je ne vais pas dire inventer, mais ils vont produire, voilà plutôt, ils vont produire de l'information technique pour améliorer l'agriculture, la médecine, la musique, même les institutions politiques. Ils vont réformer le fonctionnement de la société, instituer et surtout imposer des traditions comme les rites le rite des ancêtres, le culte des ancêtres. Le culte des ancêtres date de cette époque. Avant la dynastie Joseon, il n'y a pas de trace d'un rituel aussi populaire de communion avec les ancêtres. Ça n'existe pas. Ça, c'est une tradition africaine et c'est encore une preuve qu'ils se sont rapprochés, rattachés à cette tradition africaine qui avait été développée en Asie. Donc le roi Sédhion sort grandi de cette affaire et ça va demander de revisiter l'histoire et le passé de la Corée du Sud. Pour la première fois, on peut dire que le système d'écriture actuellement en utilisation en Corée du Nord et du Sud est identifié comme étant invention africaine, patrimoine africain et japonais. Plus encore, vous dites que c'est le cas de tout l'héritage culturel et scientifique des deux Corées modernes, et qu'il s'agirait là de tout ce qui avait été volé 800 ans plus tôt par la Chine et son vassal de Shilla après le génocide de Paekche. Cette question est très intéressante parce que lorsqu'on parle de la Corée de l'histoire de la Corée, et particulièrement la Corée du Sud, cette période est critique parce que c'est elle qui justifie l'état actuel de la Corée du Sud, c'est-à-dire tout ce qu'elle va revendiquer en termes culturels, scientifiques, spirituels, tout, absolument tout, trouve ses racines à la naissance de la dynastie Joseon, qui a été instituée, qui a été ouverte par Yi Song-ye. Alors, donc c'est ce général Yi Song-ye qui a fait le choix avec ses conseillers comme Chang Do-jang, qui vont donc
instaurer, qui vont donc organiser cette révolution politique et culturelle et qui vont imposer à leur propre peuple cet héritage africain. C'est un héritage africain qui leur est donné par les Chinois pour des raisons que je vais préciser dans une autre question. Cet héritage vient donc de la dynastie des Tang qui ont besoin de la dynastie Joseon pour stabiliser l'État chinois. Donc ils font appel à leurs vassals et en échange, ils leur donnent tout cet héritage culturel qui va permettre à la dynastie Joseon de pouvoir relever le niveau de vie des Coréens. Donc il n'y a pas d'invention d'écriture, sinon les scientifiques coréens auraient déjà convaincu la communauté internationale. Donc les Coréens, à l'heure qu'il est, c'est-à-dire en 2017, sont les seuls à penser qu'ils ont inventé quoi que ce soit. Le problème pour eux, c'est que cette écriture Hangul n'est pas un système d'écriture. Pour moi, c'est la preuve qu'ils n'ont rien inventé, puisque ce n'est pas un système d'écriture. C'est vraiment très facile. Compte tenu de l'importance de ces savoirs pour les Coréens du XVe siècle, pour vous, quelles auraient pu être les motivations politiques de la Chine en leur faisant un tel cadeau? Alors, donc, quelle est la motivation? Et le mot motivation a tout son sens ici. Quelle est la motivation de la Chine, donc de la dynastie Ming, celle qui a renversé la dynastie des Mongols, les Chinois mongols? Quel est son intérêt d'aller donner aux fondateurs de la dynastie Joseon de Corée tout cet héritage qui est africain? Parce que ce sont eux qui leur ont donné tout ça, tout ce que les Sud-Coréens aujourd'hui présentent comme l'héritage de leurs ancêtres. En fait, c'est la culture coréenne. Donc, la Corée fonctionne sur un logiciel, sur un système d'exploitation africain et des logiciels africains. Donc, ce cadeau chinois a quel intérêt et explique quoi? Il explique simplement d'abord, le type de relation qu'il y a entre la Chine et la dynastie de Joseon, c'est-à-dire de la Corée. C'est-à-dire que la dynastie de Joseon est un vassal de la dynastie de la Chine. C'est même moins qu'un vassal. Moi, j'ai toujours considéré, du point de vue de mes recherches, la Corée comme un territoire autonome chinois. Parce que ce n'est pas un royaume. La Chine décide de tout. Et surtout parce que la nature de cette dynastie de Joseon, à la naissance de cette dynastie Ming, parce que c'est deux dynasties qui vont naître à peu près au même moment, avec un décalage de 30-40 ans, le territoire de coréen, pour simplifier, joue le rôle de stabilisateur militaire. C'est-à-dire que la nouvelle dynastie Ming doit consolider le pouvoir. Mais ils sont constamment sous la menace de l'ancienne dynastie qui a été renversée et qui les attaque par le nord, c'est-à-dire les tribus mongoles. Ces tribus mongoles sont encore très puissantes et très agissantes et veulent absolument récupérer le pouvoir. Donc, comme le territoire contrôlé par les Ming est gigantesque, pour pouvoir stabiliser le pouvoir central et permettre à la famille du fondateur, donc du fondateur de la dynastie Ming de contrôler le pouvoir, il faut absolument que la frontière nord-est où se trouve la Corée soit stabilisée. Ça permettra donc aux Chinois de concentrer toutes les forces sur la partie nord où se trouvent les Mongols qui veulent revenir au pouvoir. Voilà donc le deal qu'ils vont faire pour moi. Donc ils vont installer une nouvelle dynastie, la dynastie Joseon, et leur donner en échange tout un savoir technique, toute une culture qui va permettre au roi de Joseon, au fondateur de Joseon, donc le général Yi Song-ye, qui va lui donner de quoi améliorer les conditions de vie de la population coréenne. Voilà donc la raison pour laquelle il va pouvoir, non pas le fondateur de la dynastie coréenne, mais son petit-fils, c'est-à-dire le roi Sejong, celui qui est le plus connu dans l'histoire de la Corée, et qui va lancer une espèce d'âge d'or. C'est ce qui lui permet, c'est cet héritage qui permet donc au roi Sejong de pouvoir lancer, disons, non, pas pouvoir lancer, pouvoir appliquer, voilà, pouvoir appliquer dans la médecine, dans l'agriculture, dans l'astronomie, dans un grand rayon, dans un grand nombre de domaines, de nouvelles découvertes et surtout des applications, parce que ce ne sont pas des découvertes, plutôt des applications pratiques qui vont permettre d'améliorer les conditions de vie de toute la population et le bien-être. Donc ce bien-être, c'est en échange de la sécurité qu'ils assurent sur la frontière nord-est de la Chine.
La preuve que ce que je dis est vrai, c'est qu'à la fin du XVIe siècle, en 592, les Japonais vont attaquer la Chine, vont vouloir attaquer la Chine en passant par la Corée. Ils vont arriver en Corée, donc ce sont les soldats du général Toyotomi Hideyoshi. Ils vont arriver, ils vont dévaster la Corée en moins de 2 ou 3 semaines en direction de la Chine. Et les Chinois vont réagir en envoyant toute leur armée pour secourir les Coréens. Mais en fait, ils ne viennent pas au secours des Coréens. Ils viennent protéger leurs frontières. Parce que les Japonais viennent attaquer les Chinois pour les raisons que j'ai dites, c'est-à-dire qu'il y a de vieux règlements de compte du passé, que nous allons expliquer en détail un peu plus tard. Cette mobilisation exceptionnelle des forces armées chinoises en direction de la Corée pour pouvoir protéger le territoire chinois va avoir des conséquences plus tard. Effectivement, les Chinois vont réussir à repousser les attaques japonaises. Cette guerre va durer 10 ans, donc il y aura une deuxième tentative japonaise, mais qui ne va pas réussir parce que leur chef Toyotomi Hideyoshi va mourir au Japon, donc on va rappeler les troupes japonaises au Japon. Mais ce déploiement de force, cette dépense d'énergie exceptionnelle de la part de la dynastie Ming va provoquer la chute de la dynastie. Parce que pendant qu'ils défendent leur territoire et pendant qu'ils protègent leurs frontières au niveau de la Corée, parce que la Corée a été trop faible, pendant qu'ils vont mobiliser leurs forces du côté du nord-est, leur colonie Khitan, le peuple Khitan qu'ils contrôlaient comme colonie, va en profiter pour se libérer. Et ce sont ces Khitan qui vont reprendre des forces, qui vont s'organiser et qui vont renverser la dynastie Ming 20 ou 30 ans plus tard. Je dis ça de mémoire, je ne me souviens plus, 20 ou 30 ans plus tard. Donc ça, c'est la preuve historique que le rôle de la Corée, c'est un rôle de stabilisateur géomilitaire. La Corée n'a jamais eu d'autre fonction que ça. Justement, dans un passage de l'article sur ce système d'écriture créé 1000 ans plus tôt par Kudara, encore appelé Pekche, vous dites, et je cite, « Nous estimons donc qu'au cœur de ces réformes d'envergure engagées par Pekche se trouve la création d'un objet technologique, alors appliqué sous la forme d'un alphabet original, géométrique et logique, simple et très pratique, mais point nouveau pour la transmission rapide et à grande échelle des nouveaux savoirs. » Oui, question très importante. Votre question, mademoiselle, nous emmène directement au cœur de ce royaume fantastique qui est Kudara. Kudara, je l'avais dit précédemment et je vais le préciser dans les questions suivantes, c'est la lumière de l'Asie, c'est le royaume phare de l'histoire de l'Asie. Alors, malheureusement, nous n'avons plus Kudara aujourd'hui, mais Kudara a pu se développer aussi rapidement, c'est-à-dire du début du millénaire jusqu'à sa destruction au milieu du 7e siècle, aussi rapidement parce que, d'abord, ce peuple avait réussi à conserver l'essentiel de la culture africaine et surtout certains instruments technologiques. Alors dans l'article, j'ai parlé d'un objet technologique. Cet objet technologique, en fait, l'une de ses formes, c'est ce que les Coréens appellent aujourd'hui l'alphabet coréen Hangul. Cet alphabet coréen est un dérivé de cet objet technologique. En fait, c'est sa forme la plus simple. Mais ce n'est pas un alphabet. Donc lorsque les Coréens disent qu'ils ont inventé un alphabet, moi je sais qu'ils mentent. Ils mentent. Parce que ce n'est pas un alphabet. Cet objet technologique, ce sont deux formes. Ce sont deux formes que j'appellerais les clés de l'univers. Ces clés de l'univers permettent, lorsqu'on les met en œuvre, de pouvoir découvrir et développer n'importe quelle technologie à haute vitesse et de transmettre cette technologie et ces connaissances à la population en créant un alphabet spécifique, un alphabet géométrique. C'est de cet alphabet géométrique que naît la connaissance, d'une manière que j'aurais du mal à vous expliquer dans ce programme, mais ce sont ces deux clés que j'appelle les clés de l'univers qui vont générer la connaissance. Ce sont ces clés de l'univers qui permettent de pouvoir mettre en forme un alphabet dont la forme la plus simple est celle que les Coréens utilisent aujourd'hui. Mais cet alphabet qu'on appelle coréen n'est pas coréen, puisque le roi auquel on prête d'avoir créé cet alphabet en 1443, entre guillemets, qui s'appelle le roi Sejong, lui-même dit dans les textes anciens, les premiers textes qu'il avait écrits à partir de cet alphabet spécial, il avait bien précisé que je ne suis pas l'inventeur. Nous ne sommes même pas les propriétaires de cette culture. Cette culture vient d'Afrique.
Il a dit dans les 2 premiers textes bouddhiques qu'il a écrits et qui étaient consacrés à la vie de Bouddha. Et c'est pour ça que plus tard il est devenu bouddhiste. Donc je ne développe pas plus puisque c'est une question à laquelle je vais répondre plus tard. Mais l'objet technologique en question, c'est l'un des instruments clés qui explique la puissance de la civilisation africaine. Voilà pourquoi Koudara, en moins de 5 siècles, peut atteindre des sommets de civilisation aussi élevés, quasiment sans effort. Voilà pourquoi au IVe siècle, ils étaient capables, un tout petit pays, une toute petite population centrée essentiellement sur la culture, va réussir à renverser le géant militaire qui s'appelle Goguryeo et qui était au nord de Pekché et qui correspondrait aujourd'hui au territoire de la Corée du Nord et d'une autre partie à l'intérieur de la Chine. Et ces Goguryeo, ce sont les ancêtres des Coréens du Nord aujourd'hui. C'est un peuple qui ne faisait que la guerre, dont la culture était essentiellement guerrière et qui ont pourtant été battus par les Koudara. La différence, c'était quoi? La différence, c'était la technologie. C'est la seule explication qu'on puisse trouver. C'est comme si aujourd'hui, on disait que l'île de Gibraltar gagnait une guerre militaire contre les États-Unis. C'est inimaginable. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé dans l'Antiquité. Donc la différence, c'est quoi? La différence, c'est la technique, c'est la connaissance. Et cette connaissance, il faut plutôt aller la chercher dans ce type d'objet. Alors cet objet, on aura l'occasion de le découvrir dans quelques années parce que ces connaissances ne sont pas perdues. Elles sont au fond de l'Afrique là-bas. On aura l'occasion de les découvrir d'ici quelques années, à mon avis d'ici moins de 10 ans. D'ici moins de 10 ans, ces choses vont ressortir parce que d'ici moins de 10 ans, l'Afrique sera libre. L'Afrique sera libérée. Comment? J'en sais rien du tout. Mais je sais que l'Afrique sera libre. Parce que l'univers fonctionne comme ça. L'univers, moi j'interroge l'univers dans mes recherches et je reçois les réponses. Donc l'Afrique sera libre dans 10 ans et l'Afrique va s'exprimer dans tout ce qu'elle sait faire et dans tout ce qu'elle peut apporter au monde.